Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, on va décortiquer ensemble une idée qui a, mais alors complètement retourné notre façon de voir l'économie. Une idée qui essaie de répondre à une question aussi simple que fondamentale. Oui, pourquoi? C'est un vrai casse-tête. Pendant très longtemps, l'économie classique, eh bien, elle séchait un peu sur la question. L'idée, c'était que les marchés finissent toujours par s'équilibrer tout seuls, comme par magie. Et puis, boum, la grande dépression des années 30. Là, tout le monde a bien vu que la belle mécanique était cassée. Et ça a ouvert la porte à une manière de penser complètement nouvelle. Et cette pensée nouvelle, on la doit en grande partie à John Maynard Keynes. Son idée est à la fois simple et totalement révolutionnaire. En gros, il nous dit « Arrêtez de vous focaliser sur la capacité de production, sur l'offre. Le vrai problème, la clé de tout, c'est ce que les entreprises s'attendent à ce que les gens achètent. » C'est un virage à 180 degrés. Keynes donne un nom à ce concept, la demande effective. Le mot le plus important ici, c'est effective, qui veut dire en fait anticiper. Tout, absolument tout, repose sur les attentes. Est-ce que les chefs d'entreprise sont plutôt optimistes ou pessimistes sur l'avenir? C'est cette projection, cette anticipation qui va les pousser à embaucher ou pas. Alors, cette fameuse demande, elle se compose de quoi? C'est assez simple, il y a deux grands piliers. D'un côté, la consommation des ménages, ce qu'on dépense au quotidien, et de l'autre, l'investissement des entreprises, quand elles achètent des machines ou construisent de nouveaux locaux. Ces deux éléments, ensemble, sont le véritable moteur de toute l'économie. Et là, attention, parce que cette idée de demande effective, elle vient percuter de plein fouet toute la pensée économique qui dominait à l'époque. On assiste à un véritable choc des titans, un débat fondamental sur la nature même de l'économie. Et le choc est frontal. Pour les néoclassiques, le chômage est volontaire. Il suffirait de baisser les salaires et hop, le problème serait réglé. Pour Keynes, c'est une hérésie, c'est même tout l'inverse. Si on baisse les salaires, les gens ont moins d'argent, donc ils dépensent moins. Résultat, la demande s'effondre et le chômage risque même d'augmenter. Pour lui, l'économie n'est pas une belle horloge bien huilée. Elle peut se gripper, rester coincée durablement. C'est ce qui amène à cette citation célèbre de Keynes, un peu provocatrice, je vous l'accorde. Il vaut mieux payer des gens à creuser des trous et à les reboucher que de ne rien faire. Ça peut sembler absurde, mais l'idée est lumineuse. Ce qui compte, ce n'est pas l'utilité du trou en lui-même. C'est le salaire versé pour le creuser. Ce salaire sera dépensé et c'est ça qui va amorcer la pompe et relancer la machine économique. Mais Keynes ne s'arrête pas là. Il développe une autre idée géniale, le multiplicateur. L'idée, c'est qu'une dépense initiale ne produit pas un effet unique. Non, elle déclenche une réaction en chaîne, un effet domino, un peu comme une boule de neige qui dévale une pente et qui grossit, grossit, grossit. Prenons un exemple très concret pour bien comprendre. Imaginons que l'État investisse 1 million d'euros dans la construction d'un hôpital. Ce million, il va directement dans la poche des ouvriers du bâtiment, des fournisseurs. Que font-ils avec cet argent? Ils ne vont pas tout garder sous leur matelas. Ils vont en dépenser une bonne partie, disons 900 000 euros. Cet argent devient alors le revenu des commerçants du quartier, qui eux aussi vont le dépenser en partie, et ainsi de suite. Chaque dépense enclenche la suivante. Et au bout de la chaîne, si on fait le calcul, notre investissement de départ d'1 million d'euros aura généré au total, tenez-vous bien, 10 millions d'euros d'activité économique. C'est ça la magie de l'effet multiplicateur. Une impulsion de départ peut avoir un impact final décuplé. Bon, bien sûr, ce serait un peu trop beau pour être vrai si c'était aussi simple. Le mécanisme n'est pas parfait. Il y a des fuites, comme disent les économistes, c'est-à-dire de l'argent qui s'échappe du circuit en cours de route. Alors, elles sont où ces fuites? Il y en a principalement deux. D'abord, l'épargne. C'est la partie du revenu qu'on ne dépense pas immédiatement. Cet argent, il ne participe pas au circuit de la consommation. La deuxième grande fuite, ce sont les importations. Si avec son nouveau revenu, on achète un smartphone fabriqué en Asie, l'argent quitte l'économie nationale. Ces deux fuites viennent donc freiner la puissance de notre boule de neige. Bon, on a bien compris le diagnostic. L'économie peut être bloquée par une demande trop faible. Alors, que fait-on? La théorie de Keynes, ce n'est pas juste une analyse, c'est aussi une véritable boîte à outils pour l'action publique. Le premier outil, le plus direct, c'est la dépense publique. C'est notre exemple de l'hôpital. Quand le secteur privé est frileux, l'État peut prendre le relais. En investissant dans des infrastructures, des services, il injecte directement de la demande dans l'économie. Et il amorce la pompe du multiplicateur. C'est ce qu'on appelle la politique budgétaire. Le deuxième grand outil, lui, vise l'autre pilier de la demande, l'investissement des entreprises. C'est la politique monétaire. Et là, l'acteur principal, ce n'est plus le gouvernement, c'est la banque centrale. Son levier d'action, c'est le taux d'intérêt. Le mécanisme est assez logique. La banque centrale baisse ses taux directeurs. Du coup, ça coûte moins cher pour les entreprises d'emprunter de l'argent pour un projet. Si le coût du crédit devient inférieur au profit attendu d'une nouvelle machine, l'entreprise investit. Cet investissement crée de l'activité, des revenus, et donc soutient la demande globale. Mais attention, cet outil a ses limites. Keynes l'avait déjà compris et il a appelé ça la trappe à liquidité.
Imaginez une situation de crise profonde où les entreprises sont tellement pessimistes qu'elles n'ont aucune confiance en l'avenir. La Banque centrale peut bien baisser les taux à zéro, ça ne changera rien. Les entreprises n'emprunteront pas pour investir si elles pensent qu'elles ne vendront rien. Dans ce cas-là, la politique monétaire est impuissante, et seul l'outil budgétaire peut encore fonctionner. Et tout ceci nous amène directement au grand débat politique qui revient sur la table à chaque crise économique. Face à une économie qui ralentit, deux philosophies s'affrontent. D'un côté, l'austérité. Il faut couper dans les dépenses publiques pour rassurer les marchés. De l'autre, la relance keynésienne. Non, au contraire, l'État doit dépenser plus pour compenser la faiblesse du secteur privé. La question finale, c'est de savoir si cette pensée, née de la crise des années 30, est toujours pertinente aujourd'hui. Eh bien, après la crise financière de 2008 et plus récemment la crise du Covid, le débat entre relance et austérité est plus vif que jamais. La boîte à outils de Keynes est toujours là, mais la question de savoir comment et surtout quand utiliser ces outils reste au cœur de tous nos défis économiques actuels. Le débat est loin, très loin d'être terminé.